Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tuto de peinture avancée en période de confinement. Alors j'encourage les internautes qui nous rejoignent à visualiser les précédents tutos. En effet, on est dans le cadre d'un cours hebdomadaire, ce qui fait que chaque semaine, il y a un enseignement différent. Et si vous voulez donc suivre les exercices avec nous, c'est vraiment préférable de regarder les vidéos qui ont été postées les 2 dernières semaines. On a travaillé ces derniers temps sur la question du contraste coloré et on s'est concentré la semaine dernière sur le contraste de clair-obscur en s'exerçant d'après le portrait de Monsieur Bertin de Ingres et on est vraiment resté dans l'esquisse peinte. Aujourd'hui, on reste dans l'esquisse peinte, ce qui veut dire qu'on lâche un peu du lest sur la construction et on lâche aussi du lest sur la question de la touche et la question du lissage pour se concentrer vraiment sur la couleur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du contraste complémentaire et notamment dans la chair et toujours sur le sujet du portrait. Et on va travailler sur un portrait de profil de Ilya Riepin. Et pourquoi un portrait de profil? Parce que vous allez pouvoir passer moins de temps sur la construction et vous concentrer sur la couleur. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin ce soir? On peut travailler à l'acrylique, à la gouache ou à l'huile. Les internautes qui nous suivent peuvent aussi travailler à l'aquarelle, au pastel gras, au crayon de couleur. Tout va bien, tout est faisable. Moi, je ferai ma démo à l'huile. Au niveau de nos couleurs, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous avez chez vous, mais ça peut être quand même préférable de travailler avec une palette réduite pour pouvoir bien mémoriser les mélanges colorés et ne pas vous mélanger les pinceaux, sans faux jeu de mots. C'est-à-dire que si vous avez 4 jaunes différents, vous risquez d'oublier quel jaune vous avez utilisé pour faire tel mélange et vous risquez de passer beaucoup de temps en fait à chercher vos couleurs. Alors cela dit, c'est intéressant aussi de passer beaucoup de temps à chercher ces couleurs, mais au lieu de varier les propositions ce soir et de faire 5, 6, 7 esquisses, vous risquez d'en faire que 2 parce que ça va vous prendre trop de temps. Donc je vous conseille de travailler avec une palette réduite et il nous faut donc du blanc de titane, du jaune cadmium ou du jaune citron, du rouge cadmium ou du rouge magenta, de la terre de cyane brûlée, de la terre verte ou un vert oxyde de chrome ou un vert olive ou un vert de vessie selon ce que vous avez chez vous, du bleu outremer ou du bleu de Prusse, du brun de Vindic ou de la terre d'ombre brûlée. Au niveau de nos supports, on peut travailler sur un papier épais préparé au gesso, ou alors sur un morceau de toile, ou alors sur un papier spécial huile. Et vous pouvez travailler sur l'après blanc de ces supports, ou vous pouvez aussi préparer à l'avance des primatures. Alors la primature, c'est cet aplat plus ou moins transparent ou opaque qu'on met sur le tableau, sur le support avant de commencer à peindre et qui va porter l'atmosphère générale du tableau et c'est vraiment super de travailler sur une primature parce que je vous rappelle que quand on travaille sur toile blanche, toutes nos couleurs claires ont l'air ternes. Et il faut vraiment avancer et monter dans le tableau avant que les couleurs claires prennent un peu d'éclat et un peu de luminosité. Donc vous pouvez travailler sur une primature, soit une primature classique, un verdaccio, un terre verte, ou alors un brun rougeâtre ou un ocre jaune, soit une primature un peu plus pop, un peu plus flashy, un peu plus saturée, c'est vous qui voyez. Et on y va pour ce petit tuto technique. Alors, je vous rappelle que le contraste complémentaire vise à attirer l'œil du spectateur dans le tableau. Ici, dans ce tableau de Shevtsov de Ilya Riepin, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'on a une chair qui est rose-orange et on a un arrière-plan qui est bleu verdâtre pâle. Donc on a bien une opposition chromatique importante. Je vous rappelle les oppositions chromatiques, il s'agit du rouge rose vert, du bleu orange et du jaune violet. Alors je vous l'avais expliqué dans le premier tuto, on n'a pas que un contraste complémentaire, on a aussi un contraste de clair-obscur, puisque là le personnage se découpe dans un grand bloc sombre avec ses cheveux, sa barbe et son vêtement sur un fond clair. Donc on a à la fois un contraste complémentaire et un contraste de clair-obscur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est une petite esquisse peinte où on va venir chercher les couleurs d'origine de ce tableau. Il s'agit donc de couleurs assez désaturées. On a donc une couleur d'arrière-plan qui est composée de blanc, qui est composée de terre verte et d'une pointe de bleu. Et si elle est trop saturée, on peut y ajouter un peu de brun. Au niveau du vêtement, il s'agit d'un noir en quelque sorte. Donc on peut mélanger du brun de Vindic et du bleu outremer, éventuellement le réchauffer un tout petit peu si on veut. Et au
niveau de la couleur de la carnation, il s'agit d'un mélange, alors pour la valeur de lumière, il s'agit d'un mélange de blanc, de jaune et d'une pointe de terre de sienne brûlée qu'on peut désaturer éventuellement aussi un peu avec une pointe de vert, alors que dans l'obscurité, on est davantage dans de la terre de sienne brûlée, un poil éclairci avec éventuellement une pointe de vert, là encore pour la désaturer. Voilà notre petite maquette qui va nous servir à bien comprendre les couleurs originales de cette peinture. On cherche pas toutes les nuances, on cherche les nuances principales. Alors une fois que ça c'est fait et qu'on a donc une bonne idée des couleurs originales utilisées et du contraste complémentaire qui est utilisé par Riepin dans ce tableau, on va parler un petit peu théorie. Ce soir, nous, on va se concentrer sur le contraste complémentaire et on va se concentrer sur le contraste rouge-vert. Tout ce que je vais expliquer, vous pouvez évidemment l'appliquer aux autres contrastes, donc bleu-orange et jaune-violet, mais dans les portraits, en général, comme il s'agit de carnation claire dans la peinture occidentale, on retrouve principalement cette opposition de rouge et de vert. Je voudrais vous expliquer comment ça peut fonctionner, ce contraste complémentaire. Il faut savoir que, tout d'abord, on peut utiliser ce contraste complémentaire par grands blocs. Et voilà un peu les tableaux qui vont illustrer ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous regardez les 4 tableaux que vous avez devant vous, vous avez donc un portrait de la princesse Olga par Valentine Serov, un portrait de Madame William Harrison par Marie Cassatt, un portrait d'Andershorn, qui est un autoportrait, et un autre portrait d'une femme italienne par Marie Cassatt. La première manière d'utiliser le contraste complémentaire, c'est de l'utiliser par grands blocs. Et là, le point commun de ces 4 tableaux, c'est qu'ils sont composés de 2 grands blocs complémentaires. Sur la petite princesse Olga, elle est toute rose, son visage et sa robe, et elle se détache sur un fond vert. C'est la même chose pour le portrait de Madame William Harrison de Marie Cassatt, même si les couleurs sont plus pâles. Et c'est la même chose sur cet autoportrait d'Andershorn, où il est, lui, d'une carnation quand même rougeâtre avec son grand manteau rouge, et il se détache sur un fond qui est gris verdâtre. Sur le dernier portrait, c'est un petit peu différent. La chair et l'arrière-plan sont dans les mêmes tonalités, et c'est la robe qui, elle, dans ses tons noir verdâtre, va se détacher et créer ce deuxième bloc. Donc, fonctionner par 2 blocs, ça reste la solution la plus simple quand on fait un portrait en opposition complémentaire. On va donc essayer de fonctionner de la même manière sur notre petit portrait de Riepin et d'adapter donc ce portrait et de le transformer en une opposition en 2 grands blocs complémentaires. Sur cette première petite maquette, je vais essayer de m'inspirer un peu de ce que j'ai vu dans le portrait de Marie Cassatt de l'italienne, c'est-à-dire que je vais créer un vêtement et des cheveux plutôt dans un ton assez verdâtre et je vais avoir une carnation et un arrière-plan qui eux vont plutôt être des tons rose, rouge, orange. Donc je change la palette d'origine et j'essaye de voir ce que ça va transformer dans la perception globale du tableau en utilisant un système donc un petit peu différent. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que évidemment, en faisant ça, on isole moins notre personnage de l'arrière-plan, il en fait partie, et donc l'atmosphère globale est plus chaleureuse. Pour cette première maquette, je suis restée dans le même genre de couleurs au niveau de la carnation, j'ai pas été plus expérimentale. Sur cette troisième donc petite maquette, j'ai envie maintenant de travailler toujours en 2 blocs puisque c'est l'exercice, mais cette fois j'ai envie de détacher tout le personnage qui va être dans des tons rouge, brun, orange et rose, d'un arrière-plan qui va lui être plus verdâtre. Donc je vais vraiment venir opposer tout mon personnage à tout mon arrière-plan et vous voyez que dans un contraste comme celui-là, j'ai pas besoin encore une fois de travailler des couleurs très saturées, je peux rester dans des camailleux en fait dans les chairs sans avoir besoin de monter dans des oppositions importantes dans la chair elle-même. Ça, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, on fonctionne bien par bloc. J'ai un personnage qui est rougeâtre, cheveux, vêtements, barbe, chair, qui se détache d'un arrière-plan qui est plus verdâtre. Alors, on a vu qu'on pouvait découper un tableau en 2 grands blocs complémentaires. Et ben, qu'est-ce que ces nouveaux tableaux ont de commun? C'est que eux, ils sont composés autour de 3 grands blocs. Voilà, donc ça fonctionne exactement de la même manière. Là, si vous regardez ce premier portrait de la dame en gris de Degas, on a vraiment le visage et l'arrière-plan qui sont dans le même ton chaud rougeâtre, la robe qui est d'un gris verdâtre et le noir du vêtement et des cheveux.
Pareil sur ce portrait de Sorolla, la chair rose, le vêtement vert, l'arrière-plan noir. Et encore un autre portrait de Sorolla, même principe, arrière-plan vert, chair rose, vêtements noirs. Enfin, vous avez un portrait de Riépine qui est très intéressant parce que l'arrière-plan rouge est extrêmement saturé, d'un rouge profond très fort, qui évidemment fait paraître la chair très pâle en comparaison. Mais on a encore une fois la chair rose, le vêtement vert et l'arrière-plan rouge sombre. Et le même principe encore pour ce portrait de John Arthur Douglas Bloomfield de Thomas Lawrence, où la chair apparaît très pâle en comparaison du manteau très rouge et on a bien un fond gris verdâtre. Donc on peut aussi organiser notre contraste complémentaire autour de 3 grands blocs. Et pour illustrer ça, donc, je vais essayer de m'approprier ce système de 3 grands blocs à partir de ma petite esquisse d'après Riépine, de ce portrait de profil. Et donc là, je choisis de faire quelque chose d'assez classique, une chair rouge, un vêtement plutôt verdâtre et un arrière-plan et des cheveux plutôt noirs. Cela dit, vous voyez que j'ai volontairement rougi davantage, j'ai davantage saturé le rouge de chair pour qu'il ressorte bien à côté du vêtement verdâtre. Tout ce principe 2 blocs, 3 blocs, s'adapte à un niveau de saturation différent. Vous pouvez décider d'être extrêmement saturé ou extrêmement désaturé. Je vais vous en montrer un exemple après. Voilà, et sur cette autre version donc d'un portrait en 3 blocs, je décide cette fois d'opposer non pas la chair et le vêtement, mais d'opposer la chair et les cheveux. Vous allez voir que je vais verdir les cheveux après. Donc je reste dans un contraste très simple, vêtements noirs, arrière-plan blanc, gris, bleuté, et je vais avoir une chair plus rouge et des cheveux plus verdâtres. Et sachez que quand les cheveux grisonnent, en réalité, ils ont des tons assez verdâtres dans la lumière, donc c'est assez fréquent et d'ailleurs sur le portrait de Ingres de Monsieur Bertin, les cheveux étaient assez verdâtres également. Alors ça se voit pas forcément très bien à la vidéo, mais j'ai vraiment utilisé de la terre verte dans les cheveux. Donc là j'ai une opposition entre les cheveux et la chair, et les cheveux et le vêtement sont d'une tonalité assez similaire. Et pour vous montrer qu'on peut très bien, en réalité, tout se permettre, je vais maintenant faire une petite maquette où je vais opposer le vêtement et les cheveux. Donc un vêtement très vert, des cheveux très rouges, et je vais plutôt lier ensemble l'arrière-plan très pâle et la chair très pâle, elle aussi. Donc on est toujours en 3 grands blocs, cheveux, vêtements, puis arrière-plan et chair d'un côté, et là l'opposition se joue à un endroit différent. Et ça fait évidemment ressortir la barbe plus rouge, plus chaude, et les cheveux plus rouges, plus chauds du personnage. Et ce système fonctionne aussi évidemment avec 4 blocs, avec 5 blocs. Là par exemple sur ce petit portrait de Van Dyck en haut à gauche, on a la valeur de la chair, là qui est rose pâle jaune, la valeur de la collerette qui est plutôt vert bleuté grisé, donc il y a déjà une opposition, le vêtement rouge qui s'oppose bien à la collerette, les cheveux rouge orangé qui s'opposent bien elle encore à la collerette, et un arrière-plan qui est à la fois verdâtre et rouge. Donc on a 4 blocs et non pas 3. Sur cet autre portrait de Van Dyck, on a vraiment plusieurs oppositions comme ça complémentaires entre une chair qui est rose-orange, une robe qui est bleue, un arrière-plan qui est vert, le ruban qui est rouge. C'est la même chose sur ce portrait de Thomas Lawrence du jeune homme entre le veston, le pantalon, la chair rosée et verdâtre et jaune en même temps. Donc on peut fonctionner comme ça et bien découper sa composition et augmenter la complexité si vous voulez de la palette. Il est intéressant aussi ce portrait de Jérôme là en bas à gauche. On a vraiment 4 blocs, le bloc des cheveux, le bloc de l'arrière-plan, le bloc de la chair et le bloc du vêtement. C'est tout simple, ça fonctionne extrêmement bien, c'est une recette qu'on peut vraiment utiliser pour mettre en valeur ces portraits. Il est vraiment important que vous compreniez qu'on n'est pas esclave de ce qu'on voit. Voilà, on peut jamais dire exactement ce qu'on voit. On peut tirer d'un côté ou tirer de l'autre. Si on est face à un portrait, on peut exagérer la sensation rouge ou exagérer la sensation jaune. Dans les cheveux, c'est pareil. Des cheveux très noirs, ils peuvent sembler bleutés ou ils peuvent sembler violacés. Il n'y a pas d'objectivité par rapport à ce qu'on voit. Et ce dernier portrait aussi de vieille femme est vraiment très beau puisque le visage
visage est très pâle et il est donc en bloc avec cette collerette qui est très blanche, mais l'intérieur des yeux est très rouge et donc on a un écho des rouges avec le châle sous le manteau vert, le châle rouge. Donc on a un écho entre les yeux et le châle rouge et en même temps les obscurités dans les cheveux et dans la collerette sont mises en écho avec le châle verdâtre qu'elle porte autour des épaules. Donc on a vraiment une organisation par plan et il faut que vous pensiez cette organisation par plan avant de penser sur chaque volume la complémentarité colorée et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors une dernière petite chose avant de passer à la question de la complémentarité colorée à l'intérieur d'un même volume, je voulais vous montrer ces 5 tableaux côte à côte pour vous expliquer que tout ce principe d'organisation par bloc ne contredit pas une question de saturation. Et je vous les ai mis un peu dans un ordre du moins saturé au plus saturé. On commence donc par ce portrait de Marie Cassatt avec des tons quand même très pastels, très cassés, qui ne sont pas très vifs. Et plus on avance donc dans cet enchaînement de tableaux jusqu'à arriver donc à ce portrait de Tamara Lampicka, on voit bien qu'on arrive à la fin avec des couleurs extrêmement saturées, des verts très forts, des orange, des rouges vifs. Donc tout ce système d'organisation par bloc ne contredit pas une audace au niveau des couleurs et de la saturation des couleurs. Alors, maintenant qu'on a compris qu'on pouvait organiser un contraste complémentaire autour de grands blocs, je voudrais qu'on parle aussi d'un contraste complémentaire qui serait mis sur une zone en particulier, qui est notre zone de focus. Et on va commencer par regarder ce portrait de Riépine à nouveau, hein, vous avez vu que j'aime beaucoup Riépine, où là, l'ensemble du tableau est plongé dans l'obscurité, avec une couleur sombre, désaturée, mais l'accent est mis uniquement sur le visage, et vous voyez que là, sur ce visage, on a vraiment une organisation rouge-vert. Si on regarde maintenant ce petit portrait de Rubens, c'est le même principe. On a une chair qui est plus pâle, qui est plus rosée, et le verdâtre de l'obscurité est davantage grisé, mais c'est pareil. C'est vraiment sur la carnation, sur la zone de focus que s'organise désormais le contraste, et non pas dans les blocs et par les éléments. Si on regarde maintenant ce tableau, ce portrait de Andy Warhol par Alice Neel, c'est le même principe. Tout le contraste complémentaire est opéré dans la chair et on peut continuer à regarder comme ça toute une série d'œuvres où ça s'organise de la même manière. On a maintenant un portrait de Frans Hals avec une obscurité verdâtre extrêmement poussée dans la chair, extrêmement audacieuse. Alors bien sûr, dans ce tableau, il va y avoir d'autres choses, hein. Il va y avoir presque un contraste de couleur en soie dans le vêtement et puis un contraste de clair-obscur entre le col et le chapeau. Mais on a une vraie complémentarité colorée dans la chair. Si on regarde maintenant ce tableau de Kupka, c'est le même principe, hein. On a des verts et des rosés, plusieurs tons différents, mais ça s'organise de la même manière. Alors, là où ça va commencer à se complexifier un petit peu, c'est qu'en fait, on peut parler d'une double complémentarité colorée dans la chair. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la chair des tons roses et des tons verts, qui sont donc complémentaires, mais on peut aussi trouver des tons jaunes et des tons violets, qui eux aussi créent une complémentarité. Et si vous regardez ce portrait de Anthony van Dyck, on a dans les lumières des jaunes clairs, on a dans les tons moyens de la chair plutôt des roses. Dans les tons moyens sombres, on va récupérer un gris bleuté violacé en opposition au premier jaune. Et dans les tons les plus forts, on va récupérer un vert qui, lui, s'oppose au rouge. Et si vous regardez le principe aussi de ce portrait de Kupka, on va récupérer exactement la même chose. À la fois des roses, des verts, mais aussi des bleus et des jaunes. Je pense qu'on peut synthétiser cette espèce de double ou triple opposition en regardant cet autoportrait de Chardin, où vous voyez qu'on a à la fois des jaunes, des roses et des oranges dans les valeurs moyennes et lumineuses, et on a dans l'obscurité des verts, des bleus et des violacés. Et vous voyez que c'est le même principe dans ce portrait de Derain, et c'est encore le même principe dans ce portrait de la reine d'Angleterre par Lucienne Freud. Donc on peut organiser en fait on peut organiser une simple, une double ou une triple opposition complémentaire dans la zone de focus, qui est donc la zone, le sujet principal de notre tableau.
Et je vais donc d'abord m'intéresser, là dans cette esquisse, à une complémentarité dans la chair. C'est-à-dire que tous mes tons lumineux et moyens vont être dans les tons rouges, alors que mes tons sombres vont être dans les tons verts. Alors évidemment, vous pouvez être désaturé avec une palette classique. Si on pense à Rubens ou à Ingres, il n'y a pas beaucoup de saturation. Donc en gros, le rose est lui-même relativement désaturé avec une pointe de vert. Et puis pour chercher la valeur d'obscurité, on utilise effectivement un verdâtre, mais on y met une pointe de rouge pour le désaturer lui aussi, ce qui fait qu'on se retrouve avec des tons grisés qui sont des tons assez naturels. Mais vous voyez, dans ce premier portrait, alors ça se voit pas forcément très bien à la vidéo, mais j'utilise dans l'obscurité du verdâtre pour venir jouer avec la chair rouge et travailler une complémentarité relativement classique. Et donc le contraste chromatique n'est pas le contraste complémentaire n'est pas boosté. Voilà, il n'est pas extrêmement visible. Chez les impressionnistes, bien sûr, eux, ils vont s'amuser à exagérer les contrastes complémentaires, et je vais vous faire une petite étude après pour vous montrer comment on peut pousser ce contraste-là. Sur cette première esquisse, je reste aussi dans un contraste un peu clair-obscur avec des cheveux presque noirs et un arrière-plan blanc grisé. Alors là, je vous montre comment on peut monter justement une opposition complémentaire en étant beaucoup plus audacieux dans la palette. Et je vais vraiment utiliser des verdâtres dans les cheveux et des oranges rouges dans la chair. Voilà, là, je vais travailler une double complémentarité dans cette deuxième esquisse, puisque je vais avoir dans la chair des tons à la fois rose et orangés, et dans les cheveux des tons à la fois verdâtres et bleutés. Et j'utilise aussi du vert dans l'obscurité de cette chair. Évidemment, c'est intéressant de se demander voilà ce que le tableau va dégager. Vous vous rendez bien compte qu'avec une palette assez classique, des couleurs assez désaturées, on transmet pas du tout la même ambiance qu'avec des couleurs extrêmement boostées, plus criardes, etc. Donc c'est un choix sensible et esthétique qui s'opère, et vous devez le faire aussi par rapport à vos propres goûts, par rapport à vos ressentis sur le moment, votre rapport au sujet, votre humeur, les couleurs que vous aimez, etc. Un petit récap, une petite illustration des différentes couleurs qu'on peut utiliser dans la chair. Vous voyez, sur la rangée du haut, je suis restée assez classique et assez en camailleux. Voilà, c'est-à-dire que dans la chair, je n'opérerai pas d'opposition complémentaire très forte. Ça, ce serait dans le cas, par exemple, où j'ai envie d'avoir un personnage assez rose qui se dégage d'un arrière-plan plus verdâtre, par exemple. Donc, au niveau de mes tons, je reste assez classique avec un blanc légèrement rosé, un rose un peu plus franc, un orangé moyen, puis progressivement des rouges, et évidemment à la fin, pour obscurcir, je mettrai du vert et du brun dans mon rouge, mais ça reste très classique. Et puis progressivement sur les rangées du dessous, je vous ai expliqué comment on pouvait vraiment monter en vivacité, monter un peu en audace, avec donc des jaunes, des roses plus francs, des bleus plus marqués, etc. Et donc vous voyez ces petits essais de palette comme ça en 6 tons, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire chez vous avant de vous lancer dans la chair. En gros, on aurait le ton moyen, le ton clair et le ton très clair, et puis on aurait le ton sombre et le ton très sombre. On pourrait aussi dégager encore 15 tons différents si on veut, hein, mais disons que c'est bien de travailler au moins en 4 tons en peinture. Allez, au moins en 3 tons. Le moyen, le clair, le sombre. Voilà. Et après, éventuellement en 5, le moyen, le clair, le très clair, le sombre et le très sombre. Donc, vous n'hésitez pas à vraiment vous faire des petites palettes comme ça pour vous rendre compte que vous pouvez juste décider qu'une couleur intervient au niveau d'une valeur et ensuite appliquer cette couleur-là partout où vous voyez cette valeur-là sur le portrait, enfin sur la peinture. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des essais de petites palettes colorées. On a vu donc qu'on pouvait utiliser le contraste complémentaire à la fois par grands blocs, mais aussi éventuellement dans une zone pour donner du volume et de la présence à cette zone-là en particulier. Et je voudrais vous montrer maintenant quelques œuvres où là, en réalité, les artistes mélangent ces deux systèmes. Ils contrastent à la fois dans les zones focus et dans les blocs. Et je voudrais vous montrer ce premier tableau de Valentine Serroff où on a en fait un arrière-plan qui est jaune-violacé, donc on a une première opposition complémentaire. On a une deuxième opposition complémentaire parce que le visage est très orangé et le vêtement est bleu. Et on a une troisième opposition complémentaire parce qu'en réalité, quand on regarde précisément ce visage, on a des rouges
et des verdâtres. Et je voudrais vous montrer aussi cette merveilleuse petite peinture de Edgar Degas, le portrait d'Albert Mélida, où là on a un contraste organisé par bloc, un fond rose, un vêtement verdâtre et un visage rose clair, mais dans le visage, on récupère aussi une complémentarité puisqu'on a des roses et des verts. Et ce portrait de Andersthorn, où on a là encore un contraste par bloc puisque la femme est quand même plus rougeâtre, orange rose, et elle se détache d'un fond plutôt vert gris pâle, et en même temps quand on regarde attentivement la chair, on voit aussi une complémentarité avec des verdâtres dans l'obscurité. Le dernier petit portrait que je voudrais vous montrer, c'est encore un portrait de Serov qui est beaucoup plus complexe et subtil au niveau de cette organisation. Mais si on regarde, on a bien une complémentarité par bloc puisqu'on a une sensation quand même assez verdâtre sur la chair et très rose dans le vêtement. Et l'arrière-plan lui aussi a une complémentarité puisqu'on a des jaunes verts citron avec les blancs des murs et de la table qui prennent des violacés dans l'ombre. Donc on a un arrière-plan qui est violacé et jaune et une chair et un personnage qui est rose et vert, et en même temps tout ça est distribué par petites taches, etc. Donc il est un peu plus subtil, mais dans la chair elle-même on retrouve à la fois des verdâtres et des rosés. Donc évidemment on peut complexifier les choses à souhait. Là je vous ai fait une petite démo, mais moi je reste dans l'esquisse peinte, hein, donc voilà, mais pour vous montrer que on peut évidemment développer plusieurs contrastes complémentaires au sein du même portrait. Voilà, et là je voudrais vous montrer comment on peut travailler donc une opposition complémentaire à la fois dans notre zone de focus et à la fois dans nos blocs. Et donc là je fais une petite esquisse peinte, je peux la faire un peu plus grande pour avoir un peu plus de place, et je vais travailler à la fois une complémentarité avec mon arrière-plan très orangé et le vêtement plus bleuté, et dans la chair je vais travailler une complémentarité qui est à la fois violacé jaune et rouge verdâtre. Voilà, et là j'ai choisi des couleurs quand même assez désaturées dans la chair puisque je trouvais que mon arrière-plan et mon costume bleu étaient déjà très saturés et j'avais pas envie de saturer partout, ce qui fait que j'ai pas pris des couleurs très vives, je les ai donc désaturées, rappelez-vous, avec la complémentaire. Donc j'ai travaillé un rouge que j'ai désaturé au vert, et pour mon rose jaune clair je l'ai désaturé également, et en revanche et les verdâtres utilisés dans la chair sont eux aussi désaturés au brun rougeâtre pour ne pas être trop forts. Donc j'aurais très bien pu booster les saturations dans la chair elle-même, mais j'estimais qu'avec cet arrière-plan très orangé et ce costume très bleu, j'avais envie de faire autrement. J'avais envie de mettre l'accent sur l'arrière-plan et sur la découpe de la silhouette et pas simplement sur la chair. Mais encore une fois, il s'agit d'un choix et on peut faire absolument tous les choix qu'on veut. On est extrêmement libre. Voilà, je vous encourage vraiment à faire des petits essais de palette et à sentir où vous voulez saturer, où vous voulez désaturer, sur quoi vous voulez mettre l'accent, quelle ambiance ça vient créer. Là, évidemment, on a la sensation aussi de quelqu'un un peu, voilà, tapis dans l'ombre. Enfin, je veux dire de quelqu'un qui est un peu discret. C'est sa silhouette qui se dégage au niveau de son portrait. Il est pas criard. Alors je retrouve mes élèves inscrits sur le groupe WhatsApp et je vous dis pour les autres à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sortira enfin de l'esquisse peinte et on va monter un portrait en pose longue, en 3 heures ou un peu plus. Et on travaillera toutes les étapes de ce portrait à l'huile et on s'intéressera donc à la couleur. L'objectif sera d'avoir une palette assumée et choisie, un vrai parti pris coloré pour travailler cette chair et de monter un maximum de détails tout en restant cohérent dans sa palette. À la semaine prochaine et bon confinement!